Lors de son procès en 1934, Dali s'est pointé en peignoir avec une barre de pole dance parce qu'on lui reprochait d'être fan d'Hitler. Il disait, je cite, « Je suis fasciné par le dos tendre et dodu de Hitler, toujours si sanglé dans son uniforme. Et la seule différence entre un fou et moi, c'est que je ne suis pas fou. » L'homme dont on va parler aujourd'hui est certainement le plus excentrique de tous les temps, se comparant parfois à une sorte de dieu et vouant un culte pour lui-même. Ce personnage est énigmatique et très spécial. Bienvenue dans la folle histoire de Monsieur Salvador Dali. Avant de démarrer la vidéo, évidemment, objectif 20 000 pouces bleus, je sais que vous pouvez le faire, enfin vous me surprenez à chaque fois. Évidemment, abonnez-vous, activez la cloche, il y a une nouvelle vidéo toutes les semaines. Maintenant, on fait les vidéos le dimanche à 14 h. Et évidemment, allez follow mon petit Instagram. Démarrons par l'enfance de Monsieur Salvador Dali. Notre histoire démarre dans le nord de la Catalogne, dans le petit village de Figueras, en Espagne. Il est né le 11 mai 1904 à 8 h 45. Son père, Salvador Dali Icuzzi, était très autoritaire au point même où il ne voulait pas que Dali fasse de l'art, et sa mère, en revanche, elle était pour. La plus grande particularité de l'enfance de Dali, c'est qu'il a perdu son frère 9 mois avant sa naissance. Et les parents de Dali l'ont pris pour la réincarnation de son petit frère. Ils lui ont donné le même prénom, la même chambre, les mêmes habits. Et le plus fou, c'est que sur les murs, il n'y avait pas des photos de Dali quand il était jeune, mais des photos de son frère décédé. Et encore plus fou, ses parents l'ont emmené devant la tombe de son défunt frère pour lui expliquer qu'il était la réincarnation. Bienvenue dans le merveilleux monde qu'est la vie de Monsieur Dali, voilà. Mais en revanche, ce statut de réincarnation lui valait le rang de roi à la maison. Il était le messie de sa famille. Pas Lionel, hein, pas le Messi. Donc pour ça, ses parents vont mettre tous leurs moyens pour le développement de leur enfant. Ils vont payer des cours d'art, des cours de sculpture, etc. Il peindra notamment sa première toile à l'huile à l'âge de 6 ans. Le mec est là. Bon, c'est moche, mais le mec fait de la peinture. Et à 13 ans, ça y est, ses parents l'inscrivent enfin à une école d'art et le mec est très très fort. Le mec est différent, le mec est bon quoi. Entre 13 et 14 ans, il va faire de nombreuses toiles, comme celle-ci où il peindra sa tante et on va voir la technique qu'il a pour rendre les yeux aveugles. Enfin, je trouve ça assez fou quand même à 14 ans de pouvoir faire ça. Moi, je dessinais Luffy à 14 ans. Et dès ce moment-là, Dali le sait, il veut devenir peintre. Enfin, quoique avant, il rêvait d'être Napoléon. Oui, je vous dis, ce mec est spécial. En revanche, Dali a ce côté assez excentrique, assez fou, mais pas dès le début. Car au départ, il a une relation assez spéciale avec son père qu'il craint énormément. Regardez la toile qu'il a fait de lui quand il avait à peine 17 ans. On sent la frustration et le stoïcisme de son père et c'est assez flippant quoi. Son père était très carré, très droit et d'ailleurs ça leur a valu énormément de bastons. Voilà, les deux se battaient régulièrement. Mais malheureusement, en 1921, un grand changement arrive dans la vie de Dali, la mort de sa mère. Il n'a alors que 16 ans et pour lui c'est son plus grand choc émotionnel. C'est pour ça que son père et sa sœur l'accompagneront jusqu'au bout du monde, notamment en Espagne et plus précisément à Madrid. Et pour l'anecdote, à la mort de sa mère, son père, à Dali, va se marier avec la sœur de son ex, avec la tante de Dali. Donc évidemment, Dali va mal le prendre, et vous voyez un peu le contexte familial dans lequel évolue Monsieur Dali. Il pose ses bagages à Madrid, dans l'école San Fernando, pour étudier la peinture. Il va découvrir l'impressionnisme, mais il est déçu du manque d'imagination de ses professeurs et de ses prédécesseurs. C'est-à-dire que le mec a 17 ans et il dit non, j'aime pas ce que vous faites, je fais mieux. Et c'est à partir de cet instant-là qu'il deviendra rebelle. Il ne sera plus le petit Dali timide qui vit dans l'ombre de son petit frère, mais il sera Dali à part entière. À ce moment-là, il a une volonté d'être différent à tout prix. Il veut se détacher de son frère. Il dira, je cite, « Je veux me prouver que je ne suis pas le frère mort, mais le vivant. » Et c'est à ce moment-là que Dali est né. En 1926, Dali a 21 ans. Il se fait virer des Beaux-Arts juste avant son diplôme. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dali était déjà très en avance sur son temps artistiquement parlant. Et justement, ça lui valait énormément d'embrouilles avec ses professeurs, car selon lui, personne n'est en mesure de me juger, car personne ne maîtrise le sujet mieux que moi. Donc les professeurs vont le virer, mais ce qu'on peut pas lui retirer, c'est son talent. Dali est un génie de la peinture, qu'on le veuille ou non. Il réalise des toiles de manière très académique, très pointilleuse et très précise. Il va évidemment s'inspirer des plus grands, comme De Vinci ou Vasquez. D'ailleurs, Vasquez, il lui empruntera ses moustaches parce qu'il trouvait ça joli. Et c'est le moment pour notre artiste de partir. Partir où? Bien dans la plus belle ville du monde, la capitale ultime de l'art, Paris.
J'ai d'ailleurs écrit une vidéo complète sur le sujet, sur pourquoi Paris est la plus belle ville du monde. Je vous invite vraiment à la regarder parce que c'est une de mes vidéos préférées. Voilà, petite parenthèse. Il va y rencontrer dès le départ monsieur Pablo Picasso, qu'il considère alors comme l'un des rares génies pouvant l'égaler. Ce qui est une grande prouesse de la part de monsieur Dali, car pour lui, tout le monde est inférieur à son art. Et c'est à ce moment précis où le style qu'on lui connaît si bien fera son apparition. Et ce mouvement, c'est le surréalisme. C'est André Breton qui fera des articles sur le surréalisme, qui va rendre ça public et connu aux yeux de l'Europe. Pour faire court, qu'est-ce que c'est le surréalisme? Les surréalistes détestent la bourgeoisie. Et selon eux, c'est à l'origine de la plupart de tous les maux de l'humanité. Et pour eux, le seul moyen de contrecarrer les riches, on va pas se mentir, ils ont la haine contre les riches, c'est de créer d'une part un art révolutionnaire, mais également choquant. Choquant en montrant les pulsions humaines à leur paroxysme. Tous les humains ont un peu ce côté sombre, et les surréalistes le placent sur toile. Donc ce sont des pensées qui sont soit morbides ou blasphématoires. Et la principale source d'inspiration des peintres surréalistes, c'est Freud. C'est un écrivain. Avec l'ouvrage Le rêve et son interprétation. Et pour l'anecdote, Freud lui-même ne comprend pas le lien entre son travail et l'étoile des surréalistes, mais bon. Car ce qu'il faut savoir, c'est que les surréalistes baignent dans l'alcool, la drogue, la transe, et justement cherchent cet état un peu non normé pour pouvoir exprimer toutes leurs émotions sur une toile et tout ce qui leur passe par la tête. Mais revenons à monsieur Dali. Quand il arrive à Paris en 1929, monsieur Dali rencontre une certaine dame, Madame Gaïa. Elle sera sa muse, son inspiration, l'amour de sa vie. Parfois même, il signait ses toiles au nom de Dali et Gaïa. À l'époque, elle était mariée au poète surréaliste Paul Éluard. Les deux vont entamer une relation un peu extra-conjugale. En gros, elle va le tromper, quoi, son mari, hein. Et ils se marieront officiellement en 1934. Évidemment, Paul Éluard, ce gros BG qui avait trop la haine, pas du tout. Il a dit, ok, ça me va, tout va bien. Si vous kiffez, allez-y. Mais pour revenir au surréalisme, son credo à lui, c'est l'art surréaliste onirique. En gros, son idée, c'est de mettre sur toile et papier des rêves qui créent une sorte de chaos contrôlé, avec des compositions qui sont hallucinantes, qui ne veulent a priori rien dire de vue de loin, mais quand on s'approche, chacun des éléments est peint avec une précision immense. Et c'est également dans cette même période, en 1931, qu'il créera l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre que vous avez tous déjà vu, La persistance de la mémoire, avec justement ces fameuses montres molles. D'ailleurs, j'ai une montre molle qui est assez stylée. Notée sur 10 ma montre, je la trouve incroyable. Dans les œuvres de Dali, les objets changent et se métamorphosent alors que la toile est figée. C'est évidemment mon interprétation, mais quand j'observe une toile de monsieur Dali, je ne peux m'empêcher de voir un rêve en face de moi, voir quelque chose de vivant, bouger, et c'est ça que je trouve incroyable. Son objectif est de décrédibiliser le monde réel au profit du rêve. Mais en revanche, il faut absolument faire la distinction, ce qu'il fait n'est pas de l'abstrait, c'est vraiment du figuratif, car tous les objets, on les voit, il y a des chevaux, des œufs, des montres, comme on le disait. Ce n'est pas de l'abstrait, même si l'ensemble est chaotique et ne veut pas forcément dire quelque chose. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il va énormément travailler sur lui-même et se vouer un culte de sa propre personne. Il va devenir une rosta, mais tu t'en as même pas idée à quel point, tellement le mec est spécial et chelou. Il veut se détacher de cette image de frère mort, il veut justement avoir sa propre identité. Il va devenir alors une icône mondiale avec notamment ses nombreuses apparitions toutes plus folles les unes que les autres. Il vit clairement pour les caméras, voilà. Il fera des photos avec une baguette de pain de 12 mètres de long. Il se baladait dans Paname non pas avec un chien mais avec un fourmilier. C'est ça un fourmilier. On se fume un pétard. Donc oui, en fait, la plus grande œuvre de Dali, c'est lui-même. En 1955, il va se balader en Rolls pour voir sa communauté, ses fans, etc. Et au lieu de leur signer des autographes, il va leur en lancer des choux. Parce qu'il avait un culte aussi pour les choux. Et en fait, sa propre personne deviendra une marque à part entière, en fait. C'est une entité. Dali est devenu une entité. Dali déclare même qu'il ne s'est jamais habillé en civil, mais il s'est toujours habillé en uniforme Dali. Dali est un uniforme, Dali est une image, Dali n'est plus qu'une simple personne, Dali est une aura. Le peuple l'adorait, mais la presse le détestait, et pour ça, il y a de nombreuses raisons. L'une des principales motivations de Dali, c'est la maille. Il veut faire du bif, il est pas endormi Dali. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Des OP, il va faire plein de collabs, enfin pas NordVPN, tout ça. Il va rencontrer déjà deux personnes très importantes, Alfred Hitchcock et monsieur Walt Disney. Il va même devenir acteur dans Dune de Jodorowsky. En revanche, pour l'anecdote, il avait une seule condition pour être dans ce film, c'est qu'il voulait être payé 100 000 € l'heure. Il voulait être l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Ils vont faire quelque chose d'encore plus fou, ils vont lui dire non, on va te payer 100 000 $ la minute. Donc oui, Dali est devenu en un court laps de temps l'acteur le mieux payé de tous les temps d'Hollywood. Il va travailler également avec Coco Chanel, il va créer un chapeau iconique et notamment une robe également, la robe homard. Il bossera avec Christian Dior en créant le costume à tiroir, il va créer des bijoux, des meubles, notamment le fameux canapé avec
forme de bouche là. Il va créer des maquillages, des parfums, des lunettes. Et il fera même la direction artistique de Choupa Choups. Voilà, il va créer le logo Choupa Choups que vous connaissez tous. D'ailleurs, il a eu l'idée de le mettre au-dessus du papier, comme ça c'est plus marquant pour les consommateurs. Le mec est un artiste complet. Mais cette folie et cette abondance de choses spéciales, ça se retranscrit également dans son avis politique qui est plus que controversé. En fait, les prises de position de Dali sont scandaleuses et se contredisent toutes. Ce qui va encore une fois nourrir cette image un peu mystique qu'il travaille depuis tant d'années. Ah, le poteau, il avait un culte pour Hitler. Il a fait de nombreuses toiles à l'effigie de cet homme parce qu'il le trouvait séduisant. Il n'était pas adepte du nazisme et du fascisme, mais il était fasciné par la beauté esthétique et sexuelle de monsieur avec la moustache là. Et justement, André Breton en viendra même à lui coller un procès au cul pour justement ses prises de parole politiques et son extravagance. Donc évidemment, à partir de ce moment-là, il se fera virer du mouvement surréaliste. Même si le procès est arrivé en 1934, c'est seulement en 1939 qu'il va sortir totalement du projet surréaliste. En 1939, la France entre en guerre, donc Dali se barre de Paname, il va à Arcachon. Et après Arcachon, il se dit: c'est parti, une nouvelle épreuve pour moi, Monsieur Dali va aux États-Unis. C'est Monsieur Picasso lui-même qui paiera ses billets d'avion. Son arrivée aux États-Unis est un fracas dans le monde de l'art. Il est directement mis au rang de génie, car selon les Américains, c'est le seul peintre surréaliste du monde. Donc là, le mec vient de se faire virer du groupe, il arrive dans un endroit, le pays le plus riche du monde. T'es un génie! Le mec a tout niqué. Il va faire des soirées immenses, toujours dans l'esprit surréaliste. Je crois que vous vous rendez pas compte des soirées qu'il faisait, je vais vous faire un petit exemple. Il a fait une soirée où sa femme avait une tête de licorne et elle donnait le biberon à un lionceau. Et dans la même soirée, il avait lâché des grenouilles qui se baladaient dans la villa. Et face à tout ce show, cette surconsommation, André Breton le surnommera Davida Dolores. 8 ans après cette vie pleine d'expérience aux États-Unis, il retournera en Espagne et il fera évoluer son style en se rapprochant de sa foi chrétienne. Car selon lui, l'évolution des artistes est semblable à celle des scientifiques. Il va bâtir un nouvel art qu'il nommera mysticisme corpusculaire. Et en 1960, il fera de nombreuses toiles que je trouve incroyables, notamment celle-ci avec Jésus, qui mêle science de son époque, donc la physique nucléaire, et justement sa foi chrétienne, avec sa femme qui est en bas à gauche qui contemple cette création. Je trouve sa toile vraiment incroyable. Il retournera après cela à Figueras, sa ville natale, où le maire lui demandera de reconstruire la ville, car évidemment, il y a eu la guerre. C'est alors que Dali créera son propre théâtre là-bas, qui sera évidemment à son image, plein de surréalisme, avec des putains d'œufs sur le toit. C'est mignon parce qu'à l'époque c'était un ancien musée qu'il y avait là et c'est là où il a fait sa première exposition, donc en soi la boucle est en soi bouclée. Il y mettra toute sa vie pendant 15 années pour ouvrir justement le plus beau musée qu'il n'a jamais pu faire à son image surréaliste et admirable. Malheureusement en 1978 sa femme décédera, ce qui sera un énorme coup dur pour lui car c'était son âme sœur évidemment. Juste après cela, en 79, une expo à l'honneur de Dali sera ouverte. L'expo est à l'image de Monsieur Dali. Il y a une voiture fontaine avec des saucisses accrochées au plafond, des saucisses géantes, avec une cuillère qui arrive au milieu. Mais malheureusement, après toutes ces péripéties, en 1981, Dali est atteint de la maladie de Parkinson. Tous ses talents de peintre vont s'en aller. Dali ne pourra plus rien faire, il ne pourra plus peindre, il ne pourra plus créer. Et cela durera pendant 9 ans. Le 23 janvier 1989, Monsieur Salvador Dali est mort. Il laissera derrière lui plus de 1500 œuvres et dessins. Il sera inhumé dans la crypte de son théâtre. Et je crois que vous vous rendez pas vraiment compte de l'héritage de cet homme. On demande souvent de dissocier homme et artiste, mais cet homme a encore une influence aujourd'hui. Vous avez tous vu certainement la série La Casa de Papel. Bah, regardez les masques, hein, ils sont inspirés de qui? De Monsieur Dali. Mais je vous demande à vous, est-ce que vous pensez sincèrement que bosser son image autant que soit dans son avis politique, qui est très controversé, et dans son image toujours excessive, est une bonne chose, ou il aurait dû se modérer? Je vous pose la question en commentaire. C'était Baggy Dessine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.